Bonjour tout le monde. Bonjour Thibaut. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors, on va attendre quelques minutes pour que les derniers, les personnes qui se connectent arrivent bien sur la plateforme, règlent leurs petites problématiques de son et d'image s'ils en ont. Donc, on est déjà quand même pas mal déjà de monde. Donc, vous avez à droite de l'écran, donc je pense que ça va être à droite de Thibaut pour vous, vous avez 4 modules, un module de chat où vous pouvez dire bonjour. Donc, je vais dire bonjour, voilà, je vais dire bonjour. Voilà, comme ça, c'est des formules de politesse habituelles. Et puis, ce qu'on va utiliser plutôt, c'est le module qui est juste à la droite de merci Monique et Caroline de suivre mon bonjour. Merci Thibaut. Et donc, on va utiliser à droite du chat, il y a un module de questions. Et c'est là où vous pourrez poser vos questions en direct à Thibaut, qui les traitera peut-être au fur et à mesure, ou peut-être à la fin, on verra comment ça se passe, il y a différents formats possibles. Bonjour à tous. Donc, ce que je disais, pour ceux qui viennent d'arriver, on va attendre encore 2-3 minutes pour que tout le monde puisse se connecter. Je salue Ombeline, que je vois connectée, qui a organisé magnifiquement ce webinaire. Donc voilà, je suis avec Thibaut Brière, on attend 2 minutes. J'adore meubler comme ça, parler quand on n'a rien à dire. Et c'est là où on voit que c'est un métier, et que ce n'est pas le mien. Mais ça, un numéro de claquette peut-être, voilà, Stéphane, une chanson ou une blague de Toto. Non, je ne vais pas faire ça. Vous ne m'aurez pas sur ce sujet-là. Alors peut-être présenter Blixo pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, je vais le faire, ouais, je vais faire dès qu'on démarrera. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez le module de chat où tout le monde est en train de se dire bonjour, et puis on utilisera à droite le module de questions où vous pourrez poser vos questions, et d'ailleurs vous pourrez aussi voter pour plusser, comme on dit, les questions qui vous paraissent intéressantes pour les faire remonter. Voilà. Et puis on les prendra, peut-être pas toutes s'il y en a trop, mais on essaiera de les traiter au fur et à mesure. Voilà, écoutez, il est 11h03, il y a pas mal de gens qui sont déjà connectés. Je propose de commencer. Donc, je vais commencer par la minute de pub avant de présenter Thibaut. Donc, moi, je suis un des 2 cofondateurs de Blixo. Blixo, c'est une plateforme tech destinée aux RH, aux managers et aux collaborateurs. L'idée de Blixo, c'est d'essayer que tout ce petit monde dans l'entreprise collabore mieux, réussisse à travailler mieux. C'est difficile, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, on est une suite de 5 outils avec 2 outils principaux, un outil de 360 et de 180 feedback, et un outil de prise de pouls en temps réel avec beaucoup d'analytics facile à comprendre et avec beaucoup de valeur ajoutée. Et ça sert à nos clients pour développer la collaboration, pour réussir mieux des transformations, pour comprendre qui est dans le train ou qui est sur le quai, pour améliorer la marque employeur, pour mesurer l'impact d'actions RH ou managériales. Bref, on a beaucoup de sujets. On a utilisé par des toutes petites entreprises et puis des grands groupes de plusieurs dizaines de milliers de personnes à travers le monde. On est disponible dans une vingtaine de langues, dans 40 pays. Voilà, c'était la minute de pub. Et je vous présente sans plus attendre notre expert d'aujourd'hui, qui est Thibaut Brière. Thibaut qui est diplômé d'HEC, qui est lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques, qui est un habitué des ondes, parce que vous l'avez entendu sans doute récemment sur France Inter ou France Culture, qui a publié il y a un petit moment chez Erol un livre sur le management, le travail à distance, pardon, et donc les impacts que ça a sur le management, et qui publiera dans quelques jours chez Robert Laffont un livre qui s'annonce croustillant, je ne sais pas si c'est le terme, mais en fait, il faudra lire, qui s'appellera Toxic Management. Mais Thibaut, je te laisse la parole. Merci Stéphane. Je vous propose aujourd'hui, moi, de poser un regard équilibré sur les nouvelles formes d'organisation du travail, en insistant plus particulièrement aujourd'hui, dans le cadre de ce séminaire, compte tenu des activités de Blixo, sur la thématique de l'engagement.
Et c'est aujourd'hui possible de porter un regard équilibré sur ces nouvelles formes de management parce qu'on dispose d'un recul relativement, en tout cas suffisant, je dirais, avec des études et des enquêtes en nombre. Et moi-même, j'ai pu travailler dans un groupe industriel estampillé Libéré, ce qui m'a permis de me forger un avis personnel par l'expérience et pas seulement via la littérature managériale. Alors, je me permettrai, si vous le voulez bien, de ne pas citer de nom d'entreprise précise pour ne pas paraître faire la promotion de certaines ou au contraire ne pas paraître en dézinguer d'autres. En tout cas, l'objectif que je me fixe, vous voyez, pour ce webinaire, c'est de plus possible de se dire les choses vraiment et de vous apporter bien modestement mon retour d'expérience et dans différentes entreprises que j'ai pu étudier, dans lesquelles j'ai pu travailler concernant ces nouvelles formes d'organisation du travail. Alors avec Stéphane, nous avons structuré ce webinaire en 3 parties. Venant en tout cas d'un philosophe en culotte courte, ça ne vous étonnera pas, rassurez-vous, je n'ai pas fait 3 sous-parties à l'intérieur de chacune. En tout cas, 3 parties. La première partie serait de quoi parle-t-on concrètement lorsque l'on parle des nouvelles formes d'organisation du travail. Ensuite, envisager ensemble les avantages versus des points de vigilance. Et enfin, dans un dernier temps, comment fait-on concrètement pour bâtir un environnement stimulant l'engagement des collaborateurs, parce que c'est l'une des finalités principales de ces nouvelles formes d'organisation du travail que l'on résume généralement sous l'acronyme NFOT. Vous allez en entendre parler si vous n'en avez pas encore entendu parler, des NFOT. Donc, de quoi parle-t-on ? Rapidement, ces nouvelles formes d'organisation du travail comprennent aussi bien l'intrapreneuriat, le télétravail généralisé, ce qu'on a appelé les entreprises libérées ou apprenantes, mais également les expériences de sociocratie, d'holacratie, les équipes autonomes et également les différentes expérimentations d'auto-organisation à travers la diversité, évidemment, de ces modes d'application. Donc, voilà ce que l'on entend rapidement par nouvelle forme d'organisation du travail. De quels anciens modes d'organisation, de quels anciens modes de management, en tout cas, ces nouveaux, prétendent-ils se distinguer ? Eh bien, l'ambition des nouveaux modes de management est d'abord de dépasser les limites du management traditionnel, à savoir son incapacité, qu'elle soit réelle ou supposée, à susciter davantage l'engagement et la confiance. Et ce sentiment que finalement les organisations traditionnelles parviennent à susciter une motivation, essentiellement au bâton et à la carotte, mais pas véritablement de l'engagement dans la durée et en profondeur. Et donc le constat fait par les tenants de ces nouvelles formes de management, c'est que selon eux, le management à la papa, d'une certaine manière, serait répressif et castrateur. En fonctionnant au commandant de contrôle, eh bien, il générerait frustration, un comportement machinal chez les salariés qui finalement n'y croiraient pas forcément et se contenteraient d'adopter des comportements corporate mais sans une adhésion personnelle. Et donc là où le management, si je puis dire, du monde d'avant était infantilisant, eh bien, le néo-management, lui, se veut responsabilisant et donc essentiellement participatif. Il ne motiverait, lui, plus les hommes en tablant sur ce qu'il y a d'animal en eux, c'est-à-dire une motivation au bâton et à la carotte. Par le bâton, c'est la sanction, à la carotte, ce sont les différentes incitations financières ou en nature. Il ne motiverait plus les hommes donc, en tablant sur ce qu'il y a d'animal en eux, je le disais, en les faisant réagir simplement à des stimulus, mais en les mobilisant désormais par les valeurs, par les récits, d'où l'inflation aujourd'hui de storytelling, et également en donnant du sens. C'est la raison pour laquelle on insiste beaucoup aujourd'hui sur le management par les valeurs, par le sens, et donc autant de choses qui sont propres à l'homme. Donc le management d'avant, lui, si je puis dire, il se contentait de manager la ressource humaine comme on manage des animaux, c'est-à-dire au bâton et à la carotte, là où le management qui se veut plus moderne, de ces nouvelles formes en tout cas de management, s'efforce de manager les hommes de manière plus humaniste, plus humaine, en tablant sur ce qu'il y a de spécifique aux hommes, à savoir la capacité à appréhender le sens, à être motivé par des valeurs, par des récits, etc. En quoi ce nouveau mode de management se veut plus humain ?
Hop, 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 j'enchaîne, chers amis. Deuxième partie. Les avantages. Les avantages de ces nouveaux modes de management versus les points de vigilance. Les avantages, naturellement, sont nombreux. On en attend, en tout cas, plus d'engagement collaborateur, car on va le voir, plus de débats, plus de sens, plus de participation et d'autonomie. Donc ça, c'est en termes d'engagement des collaborateurs, mais également plus d'agilité structurelle, d'agilité donc en termes d'efficacité économique. Il s'agit de trouver le juste équilibre à chaque fois entre l'engagement des collaborateurs, mais qui permettent un développement économique de la structure dans laquelle ils travaillent. Et donc plus d'agilité grâce à plus de débats, je le disais, des circuits décisionnels plus courts. Donc rapprocher les centres de décision des centres d'exécution. Et puis moins de bureaucratie en général, moins de bullshit dans les organisations. Donc ça, c'est l'orientation générale, si vous voulez, concrètement. Concrètement, donc, toutes ces nouvelles formes d'organisation du travail se caractérisent par une volonté d'aplatir la pyramide hiérarchique, donc de les réduire, de réduire le nombre d'échelons hiérarchiques de manière à ce que les individus aient davantage prise avec ce qu'ils font et qu'ils ne soient pas obligés d'avoir 2 ou 3 ou 4 échelons de validation pour pouvoir s'acheter un nouveau stylo rouge. Donc, aplatir la pyramide hiérarchique, la sphère de contrôle, responsabiliser, je le disais, davantage le personnel. On va voir ensuite, dans la troisième partie, comment concrètement s'y prendre. Et puis, favoriser l'entraînement par les pairs, par les collègues. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que la motivation ne doit plus venir du haut. L'un des mantras, si je puis dire, de ces nouvelles formes d'organisation, c'est arrêtez de vouloir motiver les gens, contentez-vous de supprimer dans l'organisation ce qui les démotive. Et donc, favoriser l'engagement par les collègues plutôt que par le haut. Ça ne doit plus être tant le manager qui va s'efforcer de donner du sens, de motiver les personnes, mais ça va être par un effet d'entraînement des pairs, du collectif, en valorisant les bonnes pratiques, ce qui se passe de bien chez les uns, chez les autres, que cela doit davantage se passer parce qu'on est toujours plus convaincu lorsqu'une incitation vient de quelqu'un qui est du même niveau hiérarchique que nous, qui vit les mêmes choses, plutôt que par quelqu'un qui, si je puis dire, lui, entre guillemets, est payé pour nous motiver. Et donc, on se fie davantage à la parole des collègues. Oui, Stéphane ? Thibaut, je vais poser des questions naïves. Ouais. C'est-à-dire dans ce que tu nous dis, c'est que la carotte et le bâton disparaissent. Mais est-ce que c'est pas la carotte et le bâton sont donnés à d'autres? C'est-à-dire que plutôt que ce soit le manager qui les tienne, c'est les collègues qui, en encourageant les bons gestes et en essayant que les mauvais gestes soient pas là et en disant ça m'a gêné dans mon travail, on délègue pas ce rôle-là. Oui, tout à fait, Stéphane. Ça fera partie effectivement des principaux points de vigilance sur lesquels je me permettrai d'alerter tout à l'heure. C'est-à-dire que la pression par les pairs peut être plus forte que la pression mise par un manager, etc. Et puis, vous pouvez avoir des effets justement d'emballement collectif dans lesquels il y a une sorte d'abolition du discernement individuel où finalement, on se trouve à faire collectivement des choses que l'on réprouverait individuellement. Et il peut y avoir également plus facilement, en tout cas, des phénomènes d'emprise du groupe. Il est beaucoup plus difficile, si vous voulez, de résister à la pression des pairs et effectivement à une pression mise par la manager. Le manager, c'est facile, si je puis dire. Il est clairement identifié et puis il y a une sorte de facilité à pouvoir pester contre son manager. Il est clairement identifiable et d'une certaine manière, il est sain et naturel d'avoir une responsabilité comme ça, clairement circonscrite, alors que quand c'est les pairs, la pression, elle est diffuse. Le contrôle, il est invisible pour une part, et ça peut être plus fort à la fois et puis plus subtil. Ouais, Stéphane. Donc, simplement pour résumer rapidement, donc l'engagement dans les nouvelles formes d'organisation, elle passe par 3 moyens essentiellement à retenir. D'une part, par les pairs, je l'ai dit, parce que, comme le dit la formule, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, ensemble, c'est-à-dire par les pairs. Donc, l'engagement passe par les pairs, par le sens, donc en travaillant davantage le pourquoi plutôt que le comment tu dois faire ou comment on doit faire ce travail. Et puis, troisièmement, par une plus grande responsabilisation. Et c'est là-dessus que j'insisterai dans le dernier temps de notre échange. La responsabilisation, à savoir que vous avez la main directement pour faire ceci ou cela. Et il y a cette formule qui revient souvent dans ces nouvelles formes d'organisation du travail, qui est celui qui sait, c'est celui qui fait. Il y a une prime
en termes de confiance à l'opérateur qui est en bout de chaîne. Parce que lui connaît les réalités des clients, lui connaît la réalité justement de la bécane avec laquelle il a affaire, et il sait l'environnement informatique qui est bon pour lui. Ce n'est pas les gars de la R&D ou ce n'est pas la direction là-bas éloignée dans des bureaux qui est capable de lui dire voilà ce qui est bon pour toi au quotidien. Alors naturellement, ensuite, il y a des dialogues, il y a des choses qui doivent être discutées lorsqu'on travaille dans une organisation. Donc il y a néanmoins les points de vigilance, et j'y viens donc Stéphane. D'abord, tu m'as aiguillé sur la piste tout à l'heure, effectivement, les risques d'emballement collectif. Bon, très clairement. Les risques d'emprise, j'en ai parlé, d'un contrôle par les pairs plus fort que le contrôle par le pair, le chef, ou même par les experts parfois, de la R&D qui vont vous expliquer comment vous devez faire votre métier. Mais dans ce cas-là, si on est là pour vous expliquer comment vous devez faire votre métier, il fallait engager des gens compétents. Enfin, à la base, si on vous a embauché, c'est parce qu'en tout cas, il semblait que vous soyez autonome dans votre travail et un minimum, en tout cas, compétent. Et il peut y avoir également comme dérive, chez certains dirigeants pas forcément bien intentionnés, la volonté de simplement développer un sentiment d'engagement, un sentiment de liberté, un sentiment d'autonomie, qui n'irait pas forcément de pair avec une autonomie réelle. C'est-à-dire que j'ai vu des patrons qui disent moi, ce qui compte finalement pour susciter l'engagement de mes collaborateurs, c'est qu'ils se sentent libres. La question, ce n'est pas qu'ils le soient, c'est qu'ils aient le sentiment. Et donc, il va y avoir une phraséologie autour de la confiance qu'on leur porte, autour du fait qu'ils sont autonomes, quand bien même dans les faits, quand bien même ça ne se traduit pas nécessairement dans les faits. Et donc, il peut y avoir un décalage entre le sentiment que l'on essaye, que la direction peut essayer de créer chez les salariés, et puis la réalité vécue. Et c'est toujours difficile pour des salariés qui se trouvent, chez qui, en tout cas, la direction dispose de davantage, généralement, d'éléments rhétoriques, d'éléments de communication, et les salariés n'ont pas forcément les moyens conceptuels, les moyens argumentatifs pour expliquer en quoi, selon eux, ils ne sont pas autonomes, face à des gens qui peuvent leur démontrer par A plus B, si, je vous l'assure, vous êtes autonome. Bon, je l'ai vu. Et donc, il y a engagement et engagement. Il faut faire attention à ça. Même en étant animé par les meilleures intentions du monde, il faut veiller à ne pas former en interne des salariés qui soient comme des moines soldats, en fait. C'est-à-dire un personnel qui croirait aveuglément en la mission de l'entreprise, qui adhérerait sans discernement à sa vision, sous l'effet d'un entraînement collectif. Parce que, vous voyez, un fanatique, c'est également quelqu'un de très engagé. Et donc, est-ce vraiment des fanatiques de l'entreprise, des gens capables de travailler 24 heures sur 24 au service de la mission de l'entreprise, parce que cette entreprise serait au service de l'intérêt général, etc., etc. Est-ce vraiment des moines soldats que nous voulons forger dans nos organisations, fût-ce au prix d'une emprise sur eux, en leur demandant d'être alignés en termes de valeurs personnelles sur les valeurs de l'organisation. Et donc, il faut toujours bien faire attention au curseur, si vous voulez, c'est-à-dire à préserver un discernement critique, à préserver, à savoir susciter des controverses dans l'organisation. Et j'en viens, si vous le voulez bien, chers amis, à la dernière partie de ce que j'ai prévu de vous dire. Je jette un coup d'œil aux questions, savoir s'il y en a. Oui, alors il y en a. Vas-y d'abord. Quelques questions. Au début, il y a Philippe qui nous dit cela concerne surtout les grandes entreprises. Oui, c'est vrai, Philippe. Je parle surtout ici pour les moyennes et grandes entreprises, mais il peut y avoir également des phénomènes de gouroutisation, si je puis dire, dans les plus petites. Justement parce qu'elles sont plus petites et qu'il y a moins de médiation. C'est-à-dire que, normalement, dans les nouvelles formes d'organisation du travail, je l'ai dit, on essaie de réduire le nombre de médiations. Mais vous savez que, par exemple, dans les sectes, eh bien précisément, c'est le fait qu'il y ait moins de médiation qui permet une plus grande emprise des dirigeants. Et donc, il faut être attentif aussi à pouvoir conserver des médiations qui, à chaque fois, agissent comme autant de filtres préservant du discernement. Ça, c'est la première question. Après, il y a Bruno qui a écrit « Le manager reste bien un porteur de sens à ce que l'équipe… Reste-t-il bien un porteur de sens à ce que l'équipe produit ?» Oui. Non seulement il le reste bien, mais même il le devient davantage, en tout cas dans les nouvelles formes d'organisation du travail. C'est-à-dire que là où traditionnellement le manager, on lui demandait surtout d'être attentif au comment ses collaborateurs, ses subordonnés font le travail, c'est-à-dire est-ce qu'ils respectent bien les règles d'entreprise, est-ce qu'ils respectent bien les procédures, etc. Il va leur expliquer comment, d'une certaine manière, faire leur travail à eux.
alors que lui-même n'est pas l'expert en la matière, mais on lui attribuait ce rôle, et bien là davantage, effectivement, son rôle doit être d'être le garant un peu du pourquoi, de faire en sorte que chacun ait compris ce qui était attendu de lui dans l'organisation dans laquelle il évolue, de manière à ce que précisément chacun dans l'équipe puisse librement, spontanément prendre ses responsabilités et sans avoir à essayer de se couvrir derrière des hiérarchies et derrière à se couvrir de procédures. Oui, c'est ça. Moi, je crois beaucoup, le manager, finalement, maintenant, il est là pour s'assurer que le cadre, le maillage euh, entre celui qui fait et donc qui sait et donc qui doit prendre des décisions, qui doit orienter les choses, eh bien, était se confronter aux différentes parties prenantes, qui était un peu ce que faisait le manager. En fait, il se mettait dans une salle, il réfléchissait à plusieurs, mais là, maintenant, c'est délégué. Donc, s'assurer que le, l'organisation très horizontale de l'entreprise permet facilement à chacun d'aller se frotter à qui il faut pour varier les points de vue et justement éviter un aveuglement. Collectif, oui. Ouais. Ouais. Oui, et un bon garde-fou, c'est de permettre justement de confronter, d'organiser la confrontation régulière C'est ça. des partages d'expériences, des retours d'expérience entre les différentes équipes de l'entreprise et ou business unit, de manière à ce que, bien voilà, nous, on considère comme une pratique, par exemple, le fait de pratiquer le commerce de telle manière ou de recruter de telle manière. Dans notre équipe, par exemple, c'est l'ensemble de l'équipe qui va rencontrer les nouveaux venus, enfin les candidats. Maintenant, dans l'équipe d'à côté, ça va simplement être les 2 ou 3 personnes qui vont être amenées à travailler avec lui, ou ça va juste être le manager. Et on part du principe qu'il n'y a pas une bonne manière de faire en soi, mais qu'on doit le plus possible discuter, justement, pour bénéficier des enseignements, des retours d'expérience des unes et des autres. Exactement. Après, Monique nous dit comment garder une bonne visibilité de l'avancement des dossiers ou de la productivité des équipes tout en leur laissant suffisamment d'autonomie et de responsabilité. Comment garder la visibilité? De la visibilité, moi, il me semble, très simplement, en pratiquant un management notamment visuel et en organisant des réunions mensuelles de l'équipe au cours de laquelle, justement, tout est exposé, au cours de laquelle, eh bien, il y a une personne dans l'équipe. Alors, ça peut être le manager, mais on peut très bien responsabiliser un membre de l'équipe là-dessus sur, par exemple, le suivi des indicateurs, d'un certain nombre d'indicateurs ou le suivi des indicateurs de gestion, et tous les mois afficher devant l'équipe là où on en est, des frais généraux, là où on en est en termes de commandes, où on en est dans la facturation, de manière à ce que chacun soit tenu informé au moins tous les mois. Donc, mettre en transparence le plus possible c'est les différents indicateurs. Ça me semble être une véritable source de responsabilisation très importante de le suivre pour que la responsabilisation ne dégénère pas naturellement en anarchie et que chacun ait bien en tête les différentes contraintes de l'organisation dans laquelle il évolue et qui lui permet, lui, d'avoir un salaire tous les mois. Exactement. C'est finalement, Monique, c'est ne pas mettre toute cette pression sur le manager qui, en plus, déresponsabilise son équipe. Mais c'est une forme d'empowerment. C'est-à-dire que finalement, si tout le monde a les infos, si le plus d'infos est partagé, à ce moment-là, tout le monde se saisit du dossier, se sent concerné, s'implique et comprend quel est son impact sur le système général. Oui. Et il y a un deuxième élément, Stéphane. C'est à la fois, effectivement, il est important que chacun dans l'équipe puisse avoir tous les éléments sur les indicateurs de sa propre équipe, mais il est bon aussi de pouvoir avoir de la transparence et voir quels sont les indicateurs dans les autres équipes, c'est-à-dire de se comparer. Tout n'est pas toujours comparable. On peut-être, nous, on a des spécificités dans l'équipe, donc ça ne veut pas dire que nous, on doit atteindre forcément le même niveau que les autres, mais ça permet en tout cas de pouvoir se situer. Donc Philippe nous demande les titres de tes livres. On pourra les redonner peut-être à la fin pour que tout le monde puisse les noter. Oui. Et puis Fabrice demande, avez-vous des exemples de NFOT dans les administrations publiques? Est-ce possible? Donc je vais vous spoiler, Fabrice. Oui, c'est possible. Nous, on travaille avec les administrations publiques qui ne sont pas mauvaises sur le sujet. Oui, tout à fait. Je me permets juste parce que j'ai peur d'oublier tout à l'heure. Donc pour Philippe Anderson, là, les titres des livres. Donc le premier, moi, c'était un ouvrage que j'ai écrit avec le patron d'un groupe industriel qui s'appelle Michel Hervé. Et donc mon premier livre s'appelait « Le pouvoir au-delà du pouvoir », de l'exigence de démocratie dans toute organisation. Mais là, si je puis dire, je me suis contenté de mettre en mots la pensée d'un autre.
de ce dirigeant d'entreprise. Le livre dont on a parlé, dont Stéphane a parlé en début de webinaire, c'est un livre paru aux éditions Erol qui s'appelle « 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance ». Et le troisième livre, celui qui va paraître dans une semaine aux éditions Robert Laffont, s'appelle « Toxic Management ». Voilà Philippe. Et oui, je confirme ce qu'a dit Stéphane sur le fait que c'est tout à fait possible alors, d'une part, la fonction publique, dans les entreprises publiques, et ils sont même très intéressés. Oui, il y a des administrations très modernes. Oui. Il ne faut pas croire que... écoutez, alors, il nous reste encore un petit quart d'heure pour continuer à écouter Thibaut qui doit avancer dans son pitch, et puis profitez-en surtout pour poser toutes vos questions. On a de la chance d'avoir Thibaut avec nous. Donc cette troisième partie concerne le point de savoir comment fait-on concrètement pour bâtir un environnement suscitant davantage d'engagement avec une pyramide hiérarchique aplatie et fonctionnant en réseau. Les recettes pour susciter davantage d'engagement, paradoxalement, sont connues depuis longtemps. La vraie difficulté, en fait, c'est pas de les connaître, c'est de les mettre en œuvre. C'est toujours les mêmes, c'est plus de participation, plus de subsidiarité et donc plus de responsabilisation. J'ai 9 points très concrets à proposer, à vous, participantes et participants de ce webinaire, pour avancer dans cette direction. 9 clés, si je puis dire. La première, c'est donner vraiment, lâcher prise en fait de la part du management pour donner à chaque membre de l'équipe, toute autonomie dans le poste qui est le sien. Même si vous, manager, n'êtes pas d'accord avec la manière dont il procède. Il faut laisser les personnes pouvoir faire, dans une certaine mesure, justement, leurs erreurs. Et de manière à pouvoir, en revanche, ce qui est important, c'est que tous les mois, lors de la réunion d'équipe, ces erreurs, lorsqu'on a un recul suffisant pour pouvoir constater qu'il s'agissait, a priori, d'une erreur, eh bien, de pouvoir la mettre en visibilité de manière à ce que la personne ne le reproduise pas et de manière à ce que ça puisse servir d'enseignement à d'autres qui auraient pu faire la même erreur. Donc, l'important, c'est pas que les individus que l'on laisse autonomes fassent des erreurs, c'est que ces erreurs servent à l'organisation comme une richesse à l'organisation pour que d'autres ne la reproduisent pas. Et donc, il est important en interne de pouvoir faire le tam-tam, des sortes de réunions quasiment de partage d'erreurs, si vous voulez, et que la réunion mensuelle d'équipe puisse servir également à la fois à se dire ce qu'on a fait de bien, mais aussi à ne pas hésiter à dire, effectivement, là-dessus, je me suis trompé, mais je suis content au moins d'avoir pu être autonome dans mes erreurs. Mes erreurs, ce sont vraiment les miennes, et mes succès, ce sont aussi vraiment les miens. Donc, premier point, là, véritablement laisser sacraliser le périmètre de responsabilité que les fiches de poste, normalement, reconnaissent à chacun. Et que le manager s'interdise d'empiéter en disant « moi, je ferai comme ça, à ton avis, moi, je ferai comme ceci, parce que moi, je sais mieux que toi, etc. » Si certains doivent donner des conseils, ce ne doit pas être le manager, ce doivent être les pairs, les collègues. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, clarifier, je le disais, les périmètres de responsabilité. Vraiment. C'est-à-dire que plus on laisse les gens autonomes dans leur zone, plus il est important que cette zone soit très clairement circonscrite. Et donc, le premier travail du manager doit être d'essayer de repérer les zones de frottement. Vous voyez, les zones d'ombre, généralement, sur lesquelles il peut y avoir des frottements entre l'intervention de tel ou tel collaborateur. Donc, l'exigence de clarté doit être d'autant plus grande que l'exigence d'autonomie l'est davantage. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, il faut organiser, je le disais tout à l'heure, des confrontations régulières, des retours d'expérience entre les membres d'une même équipe, donc ça, au cours de la réunion mensuelle, mais également entre les responsables de ces équipes. C'est-à-dire que les managers de chaque business unit ou de chaque équipe doivent arriver lors de leur réunion mensuelle ou bimestrielle, doivent arriver dans leur réunion de managers avec l'intention déjà de partager du retour d'expérience, de positif et de négatif, de manière à ce que ça puisse profiter aux autres équipes. Donc, organiser de la confrontation régulière de retour d'expérience. Ça, c'était le troisième point. Mon quatrième point, c'est il est bon, me semble-t-il, d'établir une double, voire même une triple cooptation des managers, dans le choix des managers. C'est-à-dire que ces managers puissent avoir le consentement à minima de leur base, c'est-à-dire des membres de leur équipe,
puisse avoir le consentement des autres managers de même niveau hiérarchique, parce que c'est avec eux qu'il fait également équipe, c'est-à-dire qu'il fait équipe à la fois avec ses N-1, si on veut, mais également avec ses N, et il doit avoir le consentement, l'aval du N+1. Et ça, c'est le garant, me semble-t-il, d'une bonne osmose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner si une personne est nommée par la hiérarchie et puis elle n'a pas la confiance de l'équipe qu'elle a à manager, si elle n'a pas la confiance de ses pairs et si elle n'a pas, a fortiori, la confiance de sa hiérarchie. Il faut passer, voilà, autre point, donc ça je crois que ça devait être le 4e. Le 5e, il faut passer, autant que faire se peut, je résumerai ça en une formule, de l'argument d'autorité, qui est celle du manager traditionnellement. Donc il faut passer de l'argument d'autorité à l'autorité des arguments. C'est-à-dire qu'en réunion, peu importe qui parle, quel est le statut de l'un, de l'autre, ce qui seul doit compter, c'est la qualité de l'idée émise. Et monsieur qui vient nous faire régulièrement le ménage éventuellement dans l'entreprise, eh bien lui, il peut avoir son idée sur la qualité de l'environnement de travail parce que lui, il le voit peut-être la nuit, il le voit peut-être sous un autre angle que nous, et donc il peut avoir son idée sur l'agencement des espaces, etc., pour le travail, parce que lui aussi, il y travaille, etc. Et donc, vas-y. Je crois que tu avais fini. J'ai fini là-dessus. J'avais lu quelque chose de vraiment très intéressant sur l'entreprise libérée. Oui. Quelqu'un qui disait, grâce à ça, j'ai supprimé mon comité de direction, parce que finalement, le comité de direction, c'est le directeur marketing qui demande au DRH, au directeur logistique, au directeur financier et au directeur de l'industrie de valider son plan marketing, alors que les 4 n'y connaissent rien en marketing. Et donc, c'est une discussion sans grande valeur ajoutée, juste avec du bon sens. Alors finalement, c'est celui qui, encore une fois, c'est celui qui fait, qui sait. Et donc, c'est ce monsieur dont tu parlais à l'instant, qui lui travaille dans toute l'entreprise, qui nettoie l'entreprise, qui a des choses très intéressantes à dire sur la qualité du travail, sur l'environnement local. Oui, tout à fait. Et en reprenant l'exemple de ton directeur marketing, Stéphane, souvent, lorsque l'on demande en fait une validation aux autres, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas de confronter son idée aux autres. On ne leur dit pas, voilà mon plan marketing, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'effectivement, les autres ne savent pas. Ce qu'on cherche, c'est à se couvrir. Et donc, pour voir, et donc ça, il faut être conscient simplement de ce mécanisme, et donc pouvoir éventuellement se déresponsabiliser si finalement ce plan marketing s'avère complètement et dans les grandes largeurs foireux. C'est-à-dire que le directeur marketing pourra dire « Ah oui, mais ça, attendez, ça, je l'ai fait valider par tout le monde. Ah oui, monsieur, mais c'est toi le directeur marketing, c'est toi. C'est ton périmètre d'autonomie, ça, le plan marketing. » Et ça, ce type de comportement se retrouve très facilement dans les équipes. Très souvent, lorsque quelqu'un va demander l'avis au manager, en réunion, si possible, que penses-tu? Voilà, je compte faire ça, est-ce que tu es d'accord? En fait, ce n'est pas simplement est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu verrais, est-ce que tu aurais une autre idée pour challenger la mienne? C'est est-ce que tu es d'accord? Et donc, derrière, est-ce que tu me couvres? En fait, c'est une demande de déresponsabilisation à terme. Et donc, ça, il faut simplement y être attentif et le manager avoir ce réflexe de renvoyer la balle, si je puis dire, à ceux qui leur demandent de se couvrir. Écoute, c'est toi le responsable, éventuellement, demande l'avis de tes pairs, mais ce n'est pas à moi de te dire si je suis d'accord ou pas d'accord. C'est vraiment ta responsabilité. Je t'ai recruté parce que tu es autonome et parce que tu es compétent et je te fais confiance là-dessus. Je ne sais plus si c'est 5e ou 6e point, en tout cas, admettons que ce soit le 5e, là, responsabiliser les membres de l'équipe. Vous voyez, dans une équipe, je ne sais pas moi, de 6-7 personnes, et bien que, par exemple, Josiane soit davantage la responsable du suivi des indicateurs peut-être de tel domaine, que Michel soit le responsabilisé, tout le monde le sait, hein, c'est clair, dans l'équipe, sur la qualité de l'environnement de travail, que telle autre personne soit davantage responsabilisée sur je sais pas moi, ça peut être sur des problématiques RH, sur la dynamique collective, sur des sujets qui l'intéressent. Et donc, comme dans une équipe sportive, si vous voulez, enfin que chacun ait clairement une responsabilité à l'égard du collectif, sur un domaine particulier sur lequel il accroche davantage. Par exemple, telle personne qui, parce que la vie a fait qu'il a dû faire des études d'informatique et qui se trouve être programmeur informatique, et bien si ça se trouve, il a une sensibilité RH, et il aime les problématiques de management, il aime les problématiques, la gestion des conflits, etc. Eh bien, lui, il on peut le responsabiliser sur donc, cette thématique transverse. Dernier point, allez, avant-dernier, je ne sais pas. Animez vos réunions, c'est très important, de manière participative. Ça, c'est vraiment clé, me semble-t-il. Donc, à la fois qu'il puisse y avoir des réunions mensuelles, d'équipe, où se retrouver, ou faire collectif, et dans lesquelles susciter une dynamique de groupe,
et les animer de manière très participative. Ça passe par quelques points très simples. Si vous êtes l'animateur, questionnez plus que vous n'affirmez. Il faut avoir des managers qui sont des managers philosophes, si je puis dire, c'est-à-dire qui privilégient les questions sur les réponses. Ne parlez pas plus de 20% du temps. Cette réunion, c'est celle de l'équipe avant tout, ce n'est pas la vôtre. Et donc, si c'est vraiment cette réunion, celle de l'équipe, pour permettre aux membres de l'équipe de se parler les uns les autres, de confronter leurs expériences, de se dire des choses, pour fluidifier la communication, eh bien, vérifiez que ce soit eux qui mettent les points à l'ordre du jour de cette réunion. Et d'ailleurs, une fois, moi, je vous suggère de ne pas mettre de points à l'ordre du jour et regardez ce qui se passe. Si vous manager, vous n'en mettez pas, et c'est un bon moyen ensuite d'interpeller les membres de l'équipe. Bah, attendez, c'est votre réunion. Normalement, c'est vous qui venez avec les sujets qui sont censés vous intéresser de quoi, sur quoi avez-vous besoin de l'éclairage de vos collègues ou qu'avez-vous besoin de dire aux uns et aux autres. Vérifiez qu'il n'y a pas que de l'information descendante dans ces réunions, mais également de l'information ascendante, c'est-à-dire que le manager sollicite de l'information et puis que les pairs échangent entre eux sur des zones de frottement entre eux. Poser des questions nominatives, ça c'est très important, ne pas poser des questions à la cantonade. Que pensez-vous de cette idée? Êtes-vous d'accord? Mais Jean-Louis, es-tu d'accord sur ce point? Mariam, as-tu des objections, etc. Ça. En visio, c'est très important parce que les gens ont tendance à décrocher. Répartissez également les séquences d'animation de la réunion. Que ce ne soit pas un seul animateur, mais qu'il y ait plusieurs animateurs en fonction des séquences de cette réunion. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Valoriser systématiquement les points de vue dissonants. Ça, c'est un point important pour encourager l'esprit critique dans l'équipe. Même si vous, manager, n'êtes pas d'accord avec une opinion émise par l'un, eh bien, et que les gens le savent très bien que vous n'êtes pas d'accord, eh bien, valorisez-le. Essayez de trouver des arguments meilleurs permettant d'aller dans le sens de celui avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Et ça va frapper les esprits. C'est-à-dire que ce qui va compter, ce n'est pas le fait que votre opinion soit pour ou contre ce qui a été exprimé par Jean-Marc. Ce qui va compter, c'est le fait que vous essayez de donner toute sa chance à l'argument émis par Jean-Marc qu'il a pu mal soutenir en utilisant des mauvais arguments. Mais pour vous, ce qui compte, c'est de valoriser l'expression de points de vue dissonants parce que ce dont vous cherchez à vous prémunir, c'est les emballements collectifs. C'est le fait que tout le monde soit d'accord, c'est le fait qu'il y ait consensus. Or, trop souvent, dans les nouvelles formes d'organisation du travail, on cherche, je le vois bien, c'est dans le wording, à ce qu'il y ait un consensus. Le consensus, il faut faire attention. Vous avez un proverbe talmudique qui dit « Si un accusé fait l'unanimité des juges contre lui, libère-le. » Parce que l'unanimité est toujours a priori suspecte. Bon, voilà, écoutez, je voudrais finir, moi, là-dessus, sur le fait que la contradiction, il y a une fécondité de la contradiction et que plus on va vers des environnements dans lesquels on lâche la bride aux équipes pour décider par elles-mêmes, eh bien, plus il faut, en tout cas, faire attention à ce qu'il puisse y avoir vraiment une place pour la contradiction. Il faut valoriser l'impertinence et renforcer l'esprit critique. Stéphane, je te laisse la main pour cette séquence qui est la meilleure, celle des questions. Oui, alors il y a une ou deux questions qui arrivent. Moi, j'en avais une, je me place en premier, c'est moi qui ai le micro, pas de chance les autres. Tu as beaucoup parlé de confrontation, c'est des choses dont on parle beaucoup. Est-ce que tu peux faire un distinguo entre confronter et affronter? Parce que parfois, la confrontation est mal utilisée. Oui, mais même, je crois que je n'aurais pas dû employer, en fait, à vrai dire, le mot de confrontation. Le bon mot, c'est le mot de controverse. De controverser le fameux, si on veut, le dialogue socratique. Et vous savez que Socrate, dans ses dialogues, n'était pas tendre avec ses interlocuteurs. Il avait même un discours tranchant. Il y a un devoir de parler vrai. Mais parler vrai, il faut parler vrai. Il faut encourager ses collaborateurs à parler vrai, mais il faut y mettre les formes. Ça, c'est très important de garder l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'on doit dire aux uns et aux autres lorsque l'on est blessé, on doit dire aux uns et aux autres ce que l'on a pu observer, on doit, le plus possible parler vrai, mais de manière constructive, c'est-à-dire en restant sur des bases le plus possible factuelles. Et en fait, il y a toujours 3 temps. Il y a, j'ai oublié le premier temps. Dire les choses telles qu'elles oui, sont. Mais
il y a les faits, Ouais, l'interprétation. l'expression et la solution. Et puis les actions, voilà. Ouais. Constat, analyse, action. Et en fait, dès qu'un sujet est conflictuel, le meilleur moyen, je trouve, de résoudre les conflits, c'est d'avoir vraiment cette tripartition en tête. Constat, analyse, action. C'est-à-dire, sans jugement de valeur, qu'est-ce qui s'est passé précisément. Donc, moi, je commence par exposer de mon point de vue ce qui s'est passé. Les collègues peuvent exposer de leur point de vue ce qui s'est passé factuellement, sans jugement de valeur. Ensuite, deuxième temps, on analyse ce qui s'est passé, on en fait l'arbre des causes. Et puis, dans un dernier temps, il faut qu'il y ait des actions. Trop souvent, les réunions en restent, il n'y a pas d'action et on commence la réunion suivante sans commencer par le suivi des actions de la précédente. Il faut vraiment que les gens voient, constatent qu'on avance, réunion après réunion, mois après mois. Okay. J'aimerais te poser une autre question, une remarque. On parle beaucoup dans tous ces nouveaux modes de management d'ego-less, de taire son ego pour ne pas parler avec son ego, mais parler plutôt avec son raisonnement et lâcher une idée si on pense finalement que celle d'en face est plus intéressante, et pas la défendre parce que c'est mon idée, mais parce que c'est une idée intéressante. Est-ce que tu as des observations là-dessus, des choses à dire ou pas du tout? Et à ce moment-là, il y a d'autres questions qui attendent. Oui, te dire que je suis partagé en fait sur là-dessus. Je trouve que être égoless de la part du manager, vous avez bien compris, je crois que c'est très important et que c'est sa posture. C'est sa posture, c'est presque politique. C'est-à-dire que dans l'organisation, son rôle, c'est c'est que les autres parlent, que les autres disent ce qu'ils ont à dire et donc lui, en tout cas, se restreindre, ne pas d'abord exprimer son opinion, etc. En revanche, pour les autres, je trouve important que eux puissent exprimer, c'est leur job de se positionner en fonction de leurs compétences et de dire, moi, je juge depuis mon point de vue, depuis ma compétence, depuis mon expérience, je juge telle chose. En revanche, le rôle du manager, ça doit être d'organiser le dialogue entre ces différents points de vue. Ok, merci beaucoup. On a deux dernières questions. On va devoir arrêter dans 3 minutes, donc ça va aller vite. Oui. Il y a Antoine qui dit, donc tu as parlé souvent de fréquence mensuelle. Est-ce que la fréquence mensuelle pour ces réunions d'équipe est-elle vraiment adaptée? Bon, je pense que c'est à chaque organisation selon son rythme. Mais... En effet, Stéphane, j'aurais pas mieux à dire que toi, si ce n'est que moi, effectivement, je pense que c'est adapté. Moi, je pense, alors je ne sais pas si la personne voulait dire que c'était trop ou pas assez, je crois qu'il faut en avoir au moins une par mois, parce que parfois les individus travaillent un peu de leur côté, chacun de leur côté, ils ne sont pas au courant de ce que font les autres, et c'est une réunion pour créer du collectif, avoir une émulation collective, ça me semble important, qu'il y en ait au moins une par mois, dont l'objectif, ce ne soit pas le suivi simplement des travaux des uns des autres, mais c'est véritablement de faire équipe. Ok, et Isabelle faisait mention du feedback, en fait, il y a 2 minutes, quand tu expliquais, on disait, oui, on est sur la peut technique parler, du feedback. Oui. Tout à fait, oui, je crois Isabelle, oui. Ok, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire qui était, c'est personnel, vraiment passionnant. Je regarde si il y a des nouvelles questions. Non, les remerciements et pas de nouvelles questions. Donc, on ne va pas prendre la dernière question, puisque nous avons traité, en fait, sans le savoir, que c'est la dernière question. Qui était la dernière question? Thibaut, je te remercie pour ces 3 quarts d'heure passés ensemble. Je vous remercie tous pour votre participation, pour vos questions, et j'espère que ça vous a intéressé. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire Blixo. À bientôt. Merci beaucoup, Thibaut. Merci à tous de votre présence. Bon courage pour la mise en œuvre.